Merci. Nous allons passer à Madame O'Brien. Merci de me donner l'occasion de prendre la parole au nom de mon organisation qui est en faveur de l'égalité des droits pour les femmes et les filles depuis 1985, à l'époque de l'adoption de l'article 15 de la Charte. Nous intervenons devant la Cour suprême du Canada et nous avons beaucoup d'expérience en matière de réforme du droit. Nous avons comparu devant des comités du Parlement et des comités sénatoriaux. Nous nous sommes intéressés à de nombreuses questions de droit familial et mes commentaires sont éclairés par les réflexions de nombreux experts en droit familial et nous avons participé aux consultations menées par Knoll et Luke's Place et nous appuyons leur mémoire qui s'inscrit aussi dans le cadre de leur mémoire. Et j'aimerais aussi revenir sur les mêmes dispositions qui ont été soulevées par mes collègues aujourd'hui. Maintenant, moi, je vais parler du temps parental maximum et aussi de règlement des différends. Comme vous le savez, pour ce qui est du temps parental le plus important possible, l'article 16.2 exige qu'on tienne compte du principe voulant que le plus de temps passé avec les parents, c'est ce qui est meilleur pour l'enfant. Ça peut sembler être une bonne idée, mais les recherches au Canada et ailleurs montrent les impacts dévastateurs de cette présomption voulant que le plus grand contact possible avec les deux parents soit meilleur pour les enfants. Il faut tenir compte des recherches et de ce qu'ont dit les experts. En fait, si un parent n'a pas été un parent attentif jusqu'au moment de la séparation et jusqu'au moment des conflits, eh bien, l'époque de séparation et de conflit n'est pas le moment pour encourager de tels contacts. Il faut tenir compte des circonstances de chaque cas. Et le contact maximal, le plus de contacts possible, ce n'est pas la meilleure chose dans chaque cas. Il faut une évaluation individualisée du meilleur intérêt de l'enfant dans chaque cas particulier. Et pour les fins du libellé de la disposition, c'est qu'on fait une présomption voulant que le plus de contacts possible soit la meilleure solution. Et donc, cela peut agir au détriment des femmes et des enfants. Le problème, c'est que les présomption sur le plus de contacts possible mène à une moindre surveillance des questions de sécurité et d'autres facteurs inhérents aux intérêts de l'enfant, même si on tient compte de l'intérêt de l'enfant dans le cadre de cette disposition. Donc, je comprends que l'article 16.2 est libellé de façon à inclure une référence au meilleur intérêt de l'enfant. Mais moi, je dis que cela n'est pas suffisant. La rubrique dit qu'il y aura le plus de temps possible passé avec les parents. Je vais vous donner l'exemple de la loi de la Colombie-Britannique. Cette loi fait des efforts explicites pour tenir compte de la violence familiale et aussi pour tenir compte des meilleurs intérêts de l'enfant lorsqu'il s'agit d'ordonnances sur le contact parental. Et donc, en fait, il n'y a pas de disposition sur le temps parental maximal. Et malgré cela, les juges de la Colombie-Britannique rendent toujours des ordonnances en faveur du maximum de temps parental, même lorsque la violence familiale a été établie. On tend à sous-estimer l'incidence de l'exposition à la violence et on donne effet à une présomption de temps partagé, même si cette présomption n'existe pas dans la loi. Et donc, une présomption explicite, c'est dangereux pour la sécurité des enfants. Donc, notre recommandation ferme, c'est d'éliminer cette disposition. Et si cela n'est pas possible, nous croyons que la rubrique doit changer. Parce que le libellé de la disposition, comme je l'ai dit, ne parle pas de maximum de temps parental, mais le titre de la disposition en parle. Alors, au lieu de dire maximum de temps parental, il faudrait dire meilleur intérêt et temps parental. Et cela mettrait davantage l'accent sur le contenu de la disposition et on reviendrait au principe de base qui est le meilleur intérêt de l'enfant. Et donc, nous appuyons une autre disposition qui dirait qu'il n'y a pas de présomption voulant que le temps parental soit partagé également. Et ça, c'est énoncé dans notre mémoire, de même que dans les recommandations de North. Et cela est semblable à ce qui est dit dans la loi de la Colombie-Britannique. Maintenant,
passons au processus de règlement des différends familiaux tel qu'énoncé dans le projet de loi. Notre argument principal ici, c'est qu'on met trop l'accent dans le projet de loi sur le règlement des différends et compte tenu de l'inégalité que vivent les femmes dans le contexte de violences familiales notamment, le libellé du projet de loi est préoccupant. Donc, l'article 7.3 exige que les parties tentent de résoudre les conflits par le mécanisme de règlement des différends et aussi l'article 7.7 parle d'un processus de règlement des différends à moins que ce soit clairement inapproprié de le faire. Ces dispositions sont clairement préoccupantes pour nous. Même si dans les deux dispositions, on dit qu'il faut que ce soit approprié, de passer par cette voie, on fait en sorte que les procédures hors cours deviennent la norme. Et c'est dangereux à cause des déséquilibres de pouvoir et de l'inégalité que vivent les femmes dans le contexte de questions familiales, surtout lorsqu'il y a violence familiale. Et donc, cela peut encourager les femmes à se contenter d'un règlement insuffisant qui peut mettre en péril la sécurité des enfants. Par exemple, les femmes peuvent être d'accord avec un accès non supervisé parce qu'elles subissent des pressions et elles ne savent même pas qu'elles ont le droit de refuser. Ce type d'entente, dans certains cas, peut mener à un danger très grave. Et donc, l'élément principal, c'est qu'il faut qu'on fasse référence plus explicitement dans la loi au fait que le règlement des différends n'est peut-être pas approprié lorsqu'il y a violence familiale. Et il y a des recommandations dans notre mémoire et dans les mémoires des autres témoins. Et ensuite, parfois, nous craignons qu'il n'est pas suffisant de dire à l'article 7.7 qu'il peut y avoir contre-indication manifeste due aux circonstances de l'espèce. Il faut donc comprendre quels sont les principes juridiques applicables pour mieux aider les gens à prendre une décision. Il faut qu'il y ait égalité dans les faits et il faut aussi aider les clients à bénéficier des meilleurs recours offerts. Et donc, les conseillers juridiques doivent encourager leurs clients à régler, à moins qu'il y ait contre-indication manifeste. C'est ce que dit la loi. Et nous croyons que ça peut être dangereux pour les femmes. Ce qui compte, c'est leur égalité réelle, de même que leur bien-être et leur sécurité. Donc, compte tenu des dangers que peut supposer le règlement des différents familiaux, il faudrait des conseils juridiques appropriés. Il faudrait que les personnes concernées soient mises au courant de tous les recours possibles, y compris le règlement des différends. Donc, nous souscrivons aux mémoires de Nance et Luke's Place sur ces questions. Je suis maintenant prête à répondre aux questions.